Au cœur de la liberté, vidéo numéro 19. Alors, on entend souvent qu'il faudrait réformer l'État pour avoir plus de liberté. Mais et si la vraie solution, ce n'était pas de le réformer, mais de le réduire à son strict minimum? C'est le principe de l'État minimal. La question, c'est, est-ce vraiment la voie royale vers la liberté, ou est-ce que c'est une impasse? On va décortiquer ensemble une critique assez fascinante de cette vision. Bon, voilà la grande question, celle qui est vraiment au cœur de tout, non? De quel gouvernement a-t-on besoin, au minimum, pour être libre? C'est une question qui taraude les penseurs depuis des lustres, et il y a une réponse qui revient très souvent, surtout dans les milieux libéraux, le fameux minarchisme. L'idée en gros, c'est qu'un gouvernement réduit à sa plus simple expression serait en fait le meilleur gardien de nos libertés. Ok, alors pour commencer, mettons-nous d'accord sur les termes. Minarchisme, ça peut sonner un peu technique, un peu intimidant, mais en réalité, l'idée de base est plutôt simple. Voyons un peu ce que notre source nous dit sur ce qu'est exactement cet état minimal. L'idée centrale, elle est assez radicale, il faut le dire. En gros, on démantèle tout ce qu'on appelle l'État-providence. Donc fini les aides sociales, fini l'éducation nationale, fini la santé gérée par l'État. Le gouvernement ne garde que le strict minimum, vraiment l'essentiel de l'essentiel. Ce qu'on appelle ses fonctions régaliennes. Pour un minarchiste, l'image est claire. L'État, c'est un veilleur de nuit, c'est tout. Sa seule et unique mission légitime, c'est de nous protéger contre la violence, contre la fraude. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se résume à la police pour la sécurité de tous les jours, la justice pour trancher les litiges et bien sûr une armée pour la défense des frontières. Et c'est tout. Absolument tout le reste est vu comme une intrusion, une atteinte à la liberté de chacun. Alors on pourrait se dire, bon, les minarchistes, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Mais en fait, pas du tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en réalité, il y a une vraie fracture chez eux, un désaccord profond sur le but ultime de leur démarche. La source nous explique qu'il y a en fait deux camps bien distincts. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler les réductionnistes. Pour eux, l'état minimal, ce n'est qu'une étape, une transition, un moyen d'aller vers encore plus de liberté, peut-être même une société sans État. Et de l'autre côté, on a les finalistes. Eux, ils voient l'état minimal comme la destination finale, l'objectif ultime. Et ça, ce n'est pas un petit détail, c'est une différence absolument fondamentale. Et pour l'auteur de l'analyse qu'on étudie, cette distinction, c'est vraiment la clé de voûte de tout son raisonnement. Parce qu'en voulant garder un État, même tout petit, les finalistes restent au fond des étatistes. Ils ne remettent pas en cause le principe même d'un monopole de la violence. Et ça, pour un libéral pur et dur, c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Cette perspective radicale, forcément, elle vient bousculer la stratégie habituelle des minarchistes. La logique est simple. Si on part du principe que l'État est, par nature, quelque chose de nuisible, alors pourquoi est-ce qu'on chercherait à s'en débarrasser tout doucement, petit à petit? Et là, la source pose une question qui est, il faut bien dire, assez provocatrice. Si on est vraiment convaincu que l'État est le problème, pourquoi diable proposer de le démanteler au compte-gouttes? Ça n'a pas de sens, non? Et pour illustrer ça, il y a cette analogie qu'on attribue à l'économiste Thomas Sowell, et elle est saisissante. C'est simple, face à une tumeur cancéreuse, on ne s'amuse pas à enlever les cellules une par une. Non, on fait une ablation, on enlève tout, de manière radicale. L'argument est donc le suivant, si l'État est vu comme un cancer qui ronge la société, alors il mérite le même traitement, un traitement de choc. Du coup, l'alternative qui est mise sur la table, c'est un rôle de liquidateur. L'idée, ce n'est plus du tout de réformer, c'est de dissoudre. Le plan est simple, on arrive au pouvoir et hop, on ferme immédiatement tous les services qui ne sont pas régaliens. On vend tous les actifs de l'État et ensuite, on fait confiance au marché, au secteur privé, à la société civile pour prendre la relève. En fait, cette divergence sur la stratégie, elle cache quelque chose de beaucoup plus profond, un véritable gouffre idéologique. Pour bien voir où ça coince, mettons les deux visions face à face. La vision minarchiste d'un côté et la vision libérale, disons anti-étatiste, de l'autre. On a là deux philosophies qui, à première vue, pourraient sembler cousines. Mais quand on creuse, on voit qu'elles s'opposent sur les principes mêmes d'une société libre. C'est un vrai face-à-face. Alors, regardons les points de friction. Prenons la liberté. Le minarchiste va souvent se baser sur des textes officiels, écrits par l'État. Le libéral anti-étatiste, lui, il a un autre compas, le principe de non-agression. Point. Pareil pour le droit. D'un côté, le droit positif, celui qui est décrété par une autorité. De l'autre, le droit naturel, celui qui naît des interactions entre les gens. C'est pas juste une nuance, c'est un vrai choc de vision du monde. Et on arrive au point final, et c'est une sacrée provocation. En général, on accuse les anti-étatistes d'être des utopistes. Eh bien, la source retourne complètement l'argument, et si les vrais utopistes, c'était justement les minarchistes. Eux qui se présentent toujours comme les pragmatiques de service.
Pour comprendre ça, il faut revenir à cette phrase célèbre de l'économiste Frédéric Bastiat. Il disait que l'État, c'est cette grande fiction où chacun essaie de vivre sur le dos des autres. L'argument de la source, c'est qu'en voulant conserver un État même tout petit, les minarchistes ne font que perpétuer cette fiction. Et voilà où se nicherait l'utopie minarchiste selon cette analyse. Tous leurs projets reposent sur une idée qui semble presque miraculeuse. Qu'on arriverait à convaincre une majorité de gens de renoncer, de leur plein gré, à tous les avantages de l'État-providence. Qu'ils se mettraient soudainement à agir avec vertu. La question posée est donc, n'est-ce pas ça la vraie utopie ? N'est-ce pas beaucoup plus idéaliste que de vouloir une société fondée sur des règles claires, comme le respect de la propriété ? Au final, cette critique nous laisse face à une question fondamentale, une vraie question de fond. Cet état animal, alors, est-ce que c'est le dernier rempart qui nous protège, le gardien indispensable de notre liberté ? Ou bien, est-ce que ce ne serait pas au contraire l'illusion ultime, la plus convaincante, celle qui nous empêche d'aller vers une société vraiment totalement libre ? Le débat, comme on le voit, est loin d'être clos.